webinaire est en copie. Sans transition, je passe la parole à Marie-Pierre Dantin. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Le comité régional olympique et sportif de Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président, Hervé Liberman, que je salue, porte haut et fort dans une politique territoriale la volonté de lutter contre toute forme de violence dans le sport et particulièrement ce soir dans les violences sexuelles. Je suis en qualité de vice-présidente éducation citoyenneté très heureuse de vous accueillir et vous remercie de votre présence et plus particulièrement tous nos intervenants qui sont parmi nous ce soir. Vous aurez 4 temps forts qui vont rythmer ce webinaire. Il s'agit ce soir d'un éclairage d'experts pour nous permettre collectivement de lutter efficacement contre toutes ces violences parce que nous sommes tous concernés. Et j'ai donc l'immense plaisir d'ouvrir ce 4e webinaire et passe le témoin à Fanny Laura-Rinco, que je remercie, sans qui cette 4e édition n'aurait pas vu le jour. Merci aussi à Emmanuel Piada pour son aide et je vous souhaite un excellent webinaire. À toi, Fanny. Merci. Du coup, sans transition, je disais, je passe la parole à notre première invitée, notre premier témoin, c'est Julie Boursier. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, du coup, moi, je suis un peu le témoignage, le cas pratique, le cas concret qui va servir ensuite d'exemple et potentiellement d'illustration aux experts qui suivront mon témoignage. Du coup, c'est peut-être la partie la moins cool, on va dire, du webinaire. Je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé. Du coup, pour planter un peu le contexte de base, donc moi j'étais dans la natation. Donc j'ai commencé la natation quand j'avais 5 ans. Et puis de fil en aiguille, ce sport enfin, vraiment devenu ma passion et toute ma famille. Donc j'ai des frères et sœurs aussi qui étaient dedans. Donc j'ai un peu livré toute ma vie à la natation. J'ai commencé à faire du sport-études dès le collège, donc dès mes 11 ans en 6e. Puis j'ai continué en sport-études au lycée. J'étais dans un niveau meeting, enfin championnat de France, meeting européen. Donc c'était pas du très 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 haut niveau, mais c'était quand même un certain niveau. Mais du coup, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai commencé assez bas. Et je peux parler un petit peu de ce qui m'est arrivé à mes différents niveaux sportifs, on va dire. Euh, Alors, par quoi enfin, vous dire par quoi ça a commencé. Du coup, moi, donc si vous voulez vraiment tous les détails de mon affaire, il y a beaucoup. Il y a pas mal de médias qui en ont parlé, donc tout est visible sur Internet. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été agressée par comment dire, je dirais un collègue, un camarade, un partenaire sportif. On parle souvent en fait des agressions dans le sport qui se font par une personne d'autorité sur une personne mineure, mais on parle très peu souvent au final des mineurs entre les mineurs, alors que c'est quand même une grande majorité des agressions qui se passent sur les mineurs adolescents qui ont plus de 13 ans. Donc moi, ça s'est passé quand je suis rentrée en seconde avec un partenaire de mon groupe de natation quand j'étais en seconde qui est devenu de plus haut niveau que moi par la suite. Donc on s'entraînait plus ensemble, mais on avait quand même nos cours ensemble. Donc j'ai été agressée sexuellement plusieurs fois et assez régulièrement au cours de mes 3 années de lycée, dans le cadre de ma pratique sportive, c'est-à-dire que ça avait lieu à la piscine, dans le cadre de nos entraînements, durant les stages et durant les compétitions. Donc, donc voilà. Quand je dis à la piscine, donc c'était souvent dans les cabines ou dans les vestiaires de collectifs quand on se changeait avant et après l'entraînement. Pour ce qui est dans les stages, bah, ça pouvait énormément varier selon les stages dans lesquels on était.
Et pour ce qui est des compétitions, c'est principalement dans les abords de la piscine ou bah, ceux qui connaissent un petit peu, par exemple, la piscine Georges Valeret à Paris, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers, mais il y a des escaliers qui sont fermés par des portes coupe-feu qui permettent de descendre du bassin aux tribunes. Et donc, notamment dans ces escaliers-là, enfin, ce genre de lieu, on va dire. Donc, ce qui est un peu particulier dans mon affaire, c'est que je me suis pas rendu compte tout de suite de ce que je vivais, parce que moi, j'avais un peu en tête le cliché de ce que c'est une agression sexuelle et un viol, c'est-à-dire c'est un inconnu dans une ruelle sombre quand on rentre chez soi bah, après l'entraînement ou ce genre de choses. Donc, j'ai mis un peu de temps à l'époque des faits même avant de comprendre ce que je vivais. Une fois que j'ai compris, ensuite, ça a été difficile parce qu'il a fallu sortir un peu de l'emprise que ce partenaire, que ce coéquipier avait sur moi. Il a fallu passer au-dessus de l'idée que c'était une affaire qui concernait autre chose que ma famille sportive, puisque en fait, on avait un espèce de fonctionnement très familial avec mon équipe et on réglait les problèmes entre nous. Et donc, il a fallu me dire, OK, il va falloir que je demande à quelqu'un d'extérieur, en fait. Donc ça aussi, ça a été un levier un peu difficile à passer. Euh, et ce qui est aussi un peu particulier dans cette affaire, c'est que pendant très très longtemps, j'en ai pas parlé et je refusais d'en parler à l'extérieur, etc. parce que je pensais qu'on n'allait pas me croire, parce que pour moi, il avait ce côté très charismatique, un peu leader de groupe, qu'il était plus fort que moi au niveau sportif. Et enfin, j'étais certaine que personne allait me croire et que tout le monde allait dire oui, mais enfin, genre on sait qu'il est un peu séducteur, mais enfin voilà. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres victimes au sein de mon club. Les Yvelines, un département, comme beaucoup d'autres, qui a décidé de suspendre demain matin Ah, les transports scolaires et de prendre ses On va couper précautions. les micros, rassure-toi. On va couper tous les micros, rassure-toi, ça arrive, c'est bon, mais c'est bon, sens-toi c'est à bon. l'aise Pas de de parler problème. surtout de comment tu as réussi à ouvrir tout ça et à te reconstruire derrière. Donc, si j'en ai pas parlé autant au début, c'est aussi parce que bah, les cadres qui étaient autour de moi à la natation, en fait, n'étaient pas formés pour. Et j'ai eu un peu le bingo de tout ce qu'il ne faut pas dire à une victime. J'ose espérer que maintenant, les cadres sont plus intéressés et sont de mieux en mieux formés. Mais effectivement, on m'a dit toutes les sortes de phrases qu'il ne faut pas dire. Donc, c'est-à-dire, bah, il est d'un meilleur niveau que toi, donc bah, on a plus besoin de lui aux interclubs. Oui, mais c'est un garçon, c'est comme ça qu'il montre son intérêt pour les filles. Donc en fait, enfin, vous imaginez un peu tout le genre de choses qu'on a pu me répondre dans le cadre de ma pratique sportive. Et ça m'a vraiment enterrée dans le silence pendant très longtemps. J'ai réussi à m'en sortir pour plusieurs raisons. La première, c'est que un jour, j'ai fait une espèce de crise d'angoisse. Enfin, j'ai un peu enfin, voilà, mon mental ne suivait plus et j'ai été emmenée à l'infirmerie de mon lycée. Et à l'infirmerie de mon lycée, il y avait un petit dépliant dans la salle d'attente qui explicitait noir sur blanc la définition d'agression sexuelle et de viol dans la loi. Et en lisant cette définition, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça qui m'arrive. Enfin, c'est ça le mot qui définit en fait ce qui se passe. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ce qui m'arrivait. Donc, cette première étape de pouvoir reconnaître, en fait, m'a fait énormément de bien et a été un peu la première marche vers la guérison. Ensuite, ça a été très long parce que bah, malgré le fait que j'avais pris conscience, prononcer le mot viol, par exemple, c'était physiquement très difficile et j'ai mis énormément de temps. Donc en fait, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai eu de la chance, et je sais que c'est très peu le cas dans ce genre d'affaires, mais d'avoir une famille qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a procuré, on va dire, mais qui m'a forcé hein, à aller voir enfin, du soutien psychologique et psychiatrique très rapidement à partir du moment où j'en ai parlé. Et donc ça, forcément, ça m'a énormément aidée. Et si je me tiens aussi devant vous dans ce webinaire, c'est aussi parce que je me rends compte que mon témoignage me permet de faire sortir quelque chose de positif et de constructif de ce qui m'est arrivé. Et en fait, je me dis que ce qui m'est arrivé, je veux que ça... Enfin,
dans l'idéal, je voudrais que ça n'arrive à aucune autre petite fille et petit garçon dans la pratique du sport aujourd'hui. Et que ça sera impossible si on a honte et qu'on continue à ne pas en parler. Donc, plus j'en parle, plus il y a des gens qui comprennent ce que c'est, plus peut-être les filles de l'âge que j'avais à l'époque n'auront pas besoin de voir ce dépliant qu'elles ont vu, enfin que j'ai vu dans la salle d'attente de l'infirmière, elles savent mieux déjà ce que c'est. Et pareil, je me dis que bah, plus je témoigne et plus ça amène de la visibilité sur le sujet et ça permet aux cadres sportifs de chercher à mettre en place des protocoles ou des formations pour éviter que ce que moi j'ai pu vivre ne se reproduise. Privé d'électricité, c'est dans l'ouest de la France que ça se passe, notamment en Normandie, 70 Je 000, vois, mais aussi dans les Pays de la Loire, 60 je 000. vois les choses changer récemment. Ce J'ai sont des participé indications à... qui précisent, et les disent que 1400 agents. Désolée, on va couper les micros. Pareil, t'inquiète pas. On va reprendre. Et en plus, pour toi, Hop, je crois que c'est bon. C'est bon, Julie, merci. Oui, les choses changent. Je vois que les fédérations prennent le sujet un peu plus au sérieux qu'auparavant. Moi, j'ai été contactée par la Fédération de natation sur ces sujets. J'ai participé à une exposition sur les violences sexuelles faites dans le sport, qui s'appelle une exposition de photos, qui a été portée par l'association Libre Vue, qui s'appelle Carton Rouge, qui a été soutenue par de très nombreuses fédérations sportives. Et donc, moi, ce que je cherche à faire, c'est pouvoir accompagner en fait tous les gens qui se posent des questions et qui cherchent à mettre en place des opérations, des activations, des protocoles, des formations, etc., pour en fait pouvoir protéger les jeunes et faire en sorte que la pratique sportive se fasse dans les meilleures conditions possibles et qu'elle reste ce bastion d'épanouissement pour les jeunes que c'est censé être au départ. Voilà. merci. Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être que certaines personnes ont des questions, alors qu'ils n'hésitent pas à lever la main, on donnera la parole ou à les poser dans le chat. Après, nous, ce qui nous a noté, surtout dans ton histoire, ce qui nous a marqué, au-delà du témoignage et de tout ce qui t'est arrivé, c'est comment tu as réussi à te reconstruire et comment autour de toi, tu as réussi à créer un espèce de réseau qui ont su t'accompagner et ont fait une membrane autour de toi. Et aujourd'hui, voilà, je te laisse la parole. En fait, c'est le lot de beaucoup de personnes qui commencent à parler de ces sujets. En fait, on commence à en parler et on se rend compte que bah, c'est arrivé à d'autres autour de nous. Et on commence à mettre un peu un doigt dans l'engrenage où on se dit, ah bah, si ça touche 99% des femmes autour de moi, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé avant? Donc, en fait, on commence à accueillir de plus en plus la parole des autres. Et plus on accueille la parole des autres, plus on se sent impuissant. Et donc, on cherche à ne pas se sentir impuissant. Donc, bah, je me suis investie dans des associations féministes, dans des collectifs. Et puis après, j'ai cherché à comment faire changer les choses. Mais effectivement, une des choses qui m'a fait qui m'a redonné l'envie de me battre pour ça et qui m'a donné envie de porter plainte et d'utiliser, comme je disais, mon témoignage, je me suis dit, en fait, je ne peux pas ne pas enfin, je peux pas ne pas en parler, puisque ne pas en parler, en fait, ça sert les agresseurs et ça sert les gens qui protègent les agresseurs. Et plus on va en parler, moins on aura honte et plus on pourra faire changer les choses. Et en fait, je me suis dit juste un jour, si un jour j'ai des enfants ou j'ai un jour j'ai regardé ma petite nièce et je me suis dit en fait, je pourrais pas me regarder dans le miroir si je me dis que j'ai gardé ça pour moi et j'ai pas participé à construire un monde meilleur. Et voilà, tout ce qui m'anime aujourd'hui maintenant, c'est de participer à la création d'un avenir un peu plus sécurisant pour les jeunes. Merci beaucoup, Julie. On a une question, une main levée, du coup, c'est Margot Nizan. Margot, est-ce que je te laisse la Alors parole? bonjour, je suis désolée, j'ai pas de caméra parce que ça fonctionne pas, donc désolée. Moi, je voulais juste savoir si quand vous avez réussi à en parler et que vous avez fini par avoir un suivi psychiatrique et psychologique, est-ce que vous avez continué à pratiquer la natation ou ça vous a empêché de continuer cette pratique et peut-être changer de sport ou carrément arrêter la pratique tout court? Voilà. Pendant très longtemps, ça m'a totalement bloquée.
Je vais pas vous mentir, la natation, quand je me suis débarrassée de cette personne et je me suis débarrassée un petit peu des gens qui m'avaient enfoncé dans le silence, j'ai cherché à me reconstruire et en fait, la natation, c'était devenu trop dur parce qu'il y avait trop de stimuli en fait qui ramenaient les flashbacks, donc l'odeur du chlore. Enfin, en fait, ma pratique était trop liée à des stimuli qui déclenchaient des crises d'angoisse et des choses comme ça. Donc, j'ai totalement arrêté la natation. Et après, je me suis rendu compte que même la pratique d'un sport, de la façon dont je le faisais avec la natation, c'était devenu trop oppressant pour moi. Du coup, je continue le sport, mais de manière individuelle et pas dans un club et pas avec une hiérarchie, avec d'autres gens, etc. C'est vraiment plus du tout pareil. Et effectivement, ça m'a dégoûtée pendant très longtemps du sport, du monde du sport. Et je n'y suis revenue, on va dire, même si c'est juste un petit doigt de pied, je n'y suis revenue que récemment. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Euh, Je vois on quelqu'un. a encore juste peut-être une minute si quelqu'un a une question avant de passer du coup au prochain intervenant. Merci Julie aussi pour ton témoignage et est-ce qu'il y a des suites judiciaires? Donc, cette question, on répondra peut-être tout à l'heure. Pour cette question-là, le temps passe assez vite. Je vais juste plus soyer, je sais que ça n'existe pas, mais j'aime bien ce mot, plus soyer ce que quelqu'un disait dans le chat qui disait que c'est important de témoigner que les agressions ne se font pas qu'avec des personnes d'autorité et qu'elles sont effectivement aussi faites par ses pairs. Et je pense que c'est un sujet que beaucoup de personnes peuvent oublier rapidement dans le cadre de pratiques sportives. On se protège, enfin, on essaye toujours de protéger les jeunes des entraîneurs, des cadres sportifs, des officiels, etc. Parce qu'on se dit potentiellement il y a des pervers dans les adultes. Le problème, c'est qu'on se rend pas compte que en fait, dans les pairs, enfin dans les pairs, dans les gens des âges aussi, c'est pareil. Et souvent, on les laisse ensemble, on se dit c'est des ados ou alors c'est des enfants, etc. Et en fait, je pense que c'est quelque chose à ne jamais oublier et quitte à devoir être trop relou, et à devoir parler de ces sujets à ces jeunes plus souvent, je pense que c'est important. Voilà, pour terminer. Merci beaucoup pour ce partage. On te garde encore un peu avec nous, peut-être plus pour la fin, et je vais repartager de nouveau mon écran et on va passer du coup aux intervenants suivants. Sans transition, on va vous présenter du coup une nouvelle plateforme qui est à l'initiative du coup de l'INSEP et du grand réseau INSEP, mais ils vous en parleront beaucoup mieux que moi. Howard, est-ce que vous êtes là? Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez Bonjour. bien? Parfait. Oui, alors bonjour, je me présente, je m'appelle Howard Vasquez, je travaille à l'INSEP, je suis en fait le responsable de la mission Grand INSEP. Il s'agit en fait d'une cellule en charge de l'animation d'un réseau avec les différents centres d'entraînement qui maillent le territoire. Vous avez à l'écran une carte des différents centres qui maillent justement la France. Il s'agit principalement des CREPS, des écoles, des instituts nationaux, mais pas seulement. Il y a également d'autres structures avec des statuts juridiques différents, avec deux territoires ultramarins. Dans le cadre de ce réseau, si on peut passer à la slide qui suit, on travaille sur différents champs d'accompagnement à la performance pour accompagner au mieux les fédérations sportives, qu'on appelle généralement un accompagnement à 360 degrés, c'est-à-dire sur différents champs. Ça va de la préparation physique à la préparation mentale, au médical, paramédical, au suivi socio-professionnel et à l'accompagnement à la scolarité, ou encore la nutrition, le rythme de vie des sportifs. Il y a donc toute une logique également locale, nationale, avec un glissement d'échelle, car ces centres ont bien sûr un rayonnement régional très fort. Et on essaye donc de faire en sorte qu'il y ait une dynamique collaborative, on essaye de développer des outils numériques, sortir des livrets, organiser des regroupements nationaux, internationaux. Et dans le cadre de ce réseau, si on peut passer à la slide qui suit, s'il vous plaît, on a essayé de développer un outil, une plateforme sur justement les questions en lien avec l'éthique, l'intégrité, le sport de haut niveau. À l'origine, on a engagé ce travail il y a un an et demi à peu près, avec différents acteurs. Et on a essayé de mieux comprendre déjà les signalements, élaborer une stratégie de prévention, comment on pourrait créer un outil de sensibilisation auprès des différents acteurs
Pour ce faire, il fallait bien sûr distinguer les différents types de violences, hein. Il y a les violences sexuelles, bien sûr, mais il y a également les violences morales à l'entraînement, la maltraitance, sachant qu'à l'époque, il y avait différents groupes de travail qui étaient d'ores et déjà lancés sur le sujet au niveau institutionnel, par la direction des sports notamment. Et nous, dans le cadre du réseau, on ne s'est plus, le réseau Grand INSEP et de l'INSEP, on s'est intéressé plus largement aux conditions d'entraînement et la relation donc entraîneurs, entraînés, les staffs, avec des mises en situation à la fois à l'entraînement, en compétition, à la maison. Et pour ce faire, si on peut passer à la slide qui suit, s'il vous plaît. Ah oui, sachant que pour recontextualiser également, il y a quand même beaucoup d'actions qui ont été mises en place, hein, par les différents acteurs institutionnels, le ministère des Sports. Je pense notamment à Signal Sport, le mouvement sportif, hein, le CNO, le CPSF, également au niveau un peu plus les fédérations, les centres du réseau, ils ont des plans éthiques et intégrité également. À l'étranger également, il est intéressant de voir ce qui a pu être mis en place, que ce soit au CIO, mais également dans certains pays étrangers. Et je pense notamment au nord-américain. Au Canada, il y a le Safe Sport qui existe, hein. C'est sur toutes ces questions d'éthique et d'intégrité, hein. Au Canada, ils sont quand même une trentaine de personnes à travailler uniquement, exclusivement sur ces questions. C'est rattaché au ministère des Sports local. Ou encore aux États-Unis, effectivement, si vous vous rendez aujourd'hui dans un centre d'entraînement de haut niveau aux États-Unis, à Colorado Springs par exemple, vous devez suivre une formation assez lourde, hein, qui dure 2 heures avec toute une série de questions, suivre des vidéos avec des matériaux pédagogiques, répondre à des questions qui font vraiment réfléchir, remettre en question. Et une fois que vous avez répondu à cette formation, à ces questionnaires qui durent donc 2 heures, ça génère un laissez-passer en quelque sorte qui vous permet ensuite d'accéder au centre d'entraînement en question. Nous, on s'est très largement inspiré donc de ce que font les Nord-Américains, mais sans non plus copier-coller, on l'a adapté en quelque sorte à ce qui se fait en France. Si on peut passer à la slide suivante. Et nous, on essayait déjà d'identifier oui, les bonnes pratiques, comment on pouvait sensibiliser les différents publics. Quand je dis les différents publics, c'est bien sûr les principaux concernés, les sportives et sportifs de haut niveau, l'encadrement des sportifs, c'est-à-dire les entraîneurs, les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les médecins, les kinés, tout le staff qui encadre les sportifs de haut niveau. On s'est interrogé également sur les formations qui sont mises en place à destination de ces différents publics. Au début, on était centré plutôt sur les entraîneurs et peu à peu, on a élargi le spectre. Quelles sont les formations qui peuvent suivre aujourd'hui et sur différentes thématiques en lien avec l'entraînement, donc les comportements et comportements inappropriés, hein. Je pense au hurlement, ce que j'ai mis sur la slide, la gestion du poids pour les sports de combat avec des catégories à poids, c'est très compliqué à gérer pour certains sportifs, les gestes et comportements inappropriés, hein, des choses qui se faisaient peut-être il y a 10-15 ans aujourd'hui qui sont totalement inacceptables en 2024. Et donc, on a essayé de développer un outil, si on peut passer à la slide, merci. La précédente, s'il vous plaît. On a essayé de développer un outil qui viserait à protéger l'intégrité physique, morale des sportifs, voir et faire réfléchir sur le travail des encadrants, des staffs. Au début, on ne savait pas s'il fallait sortir un livret ou un kit pédagogique ou réaliser des vidéos. Et très vite, donc, on s'est orienté plutôt sur le développement d'une plateforme de sensibilisation auprès de des différents échantillons cibles. Pour ce faire, on a associé différents acteurs, à la fois bon, le ministère des Sports. Prochaine slide, s'il vous plaît. Le ministère des Sports, le mouvement sportif, des fédérations, le CNO, le CPSF, des acteurs de Fédé. D'ailleurs, la Fédé de natation a été impliquée très largement dans le projet, l'Agence nationale du sport, l'INSEP, les centres du réseau, et avec des gens différents publics, de différents profils, on va dire, des anciens sportifs de haut niveau, des entraîneurs, des médecins, des kinés, des personnes en charge des internats dans ces centres d'entraînement, en vue des cibles opérationnelles qui sont les suivantes, les entraîneurs, les staffs, les préparateurs physiques, les sportifs de haut niveau, la famille également. Donc là, je vais vous présenter à présent comment se caractérise cette plateforme avec différents types de questions.
Voilà, j'ai plus le visuel à l'écran. La précédente, s'il te plaît. Et on a abordé différents types de thématiques. C'est avant tout un outil de sensibilisation, hein. Ce n'est pas encore un outil qui est rendu obligatoire, mais au moins ça a le mérite de pouvoir faire réfléchir, sensibiliser les acteurs. C'est un outil qui se présente un petit peu à l'image lorsque vous passez le permis de conduire en France, le code, on vous pose un certain nombre de questions avec des propositions de réponses et là, on a suivi un petit peu ce modèle avec différentes thématiques qui sont abordées, à la fois toutes les questions en lien avec l'éthique sportive, la promotion des valeurs du sport, donc des questions plutôt généralistes qui peuvent aborder à la fois le dopage, les paris sportifs, des choses comme ceci, des questions en lien avec les gestes, comportements et propos inappropriés et interdits, hein, ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec la tape sur les fesses à l'entraînement, les hurlements, des choses comme ceci, les phénomènes d'emprise, le bien-être, la maltraitance et la performance, ou encore des questions en lien avec l'éducation au corps, à la vie affective et à la sexualité. Je pense notamment à tout ce qui est en lien avec la continence urinaire d'effort, les règles, les cycles, le périnée, la performance. Donc, vous voyez, les thématiques sont très larges et bien sûr la relation entraîneur, athlète, parent. Il s'agit en fait d'une série de questions. Au total, il y en a 23. Et sous forme d'auto-évaluation, il y a la possibilité d'approfondir les thématiques avec des matériaux pédagogiques qui sont associés. Et une fois que vous avez passé les 23 questions, cela génère un QR code qui est valable une année, qui vous permet en fait d'accéder dans les centres d'entraînement qui maillent le territoire. Alors, je vais vous présenter deux, trois questions pour que vous puissiez vous rendre compte des formulations, hein. Il y a des questions qui sont adaptées en fonction des différents publics cibles et en fonction des différents contextes. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Euh, Par exemple, pour les sportifs de haut niveau, c'est vraiment 23 questions qui sont profilées en quelque sorte pour les sportifs et sportifs de haut niveau. À titre d'exemple, mon entraîneur organise notre hébergement avant un départ en compétition. Là, j'ai trois propositions Non, de, mais KO de rire, la paella de chez Boulim. la première proposition de réponse, je vais être hébergé chez lui dans une chambre d'amis. Deuxième proposition, je vais être hébergé à l'hôtel. Un encadrement est prévu car je suis mineur. Et troisième proposition de réponse, je vais être hébergé dans un appartement avec les autres sportifs. Là, bien sûr, la bonne réponse est la seconde. Bon, la préconisation qui apparaît en bas de l'écran est assez courte car j'ai coché la bonne réponse. En revanche, parfois, les préconisations sont un petit peu plus développées. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Toujours pour les questions destinées aux sportifs de haut niveau. Là, j'ai coché volontairement une mauvaise réponse. On voit que la préconisation est un petit peu plus longue. La question était la suivante. Mon entraîneur a l'habitude de me taper sur les fesses juste avant de me lancer dans ma pratique. Je ne suis pas à l'aise avec ce geste. Là, il y avait une seule bonne réponse et deux mauvaises réponses. Et la préconisation est plus large. Sur le même principe que pour les sportives et sportifs de haut niveau, vous avez des questions, un test qui est destiné exclusivement aux membres des staffs. Si on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Et là, à titre d'exemple, une sportive me demande mon avis concernant son moyen de contraception. Là, j'avais trois propositions où la bonne réponse est réorienter la sportive vers un spécialiste, un médecin gynécologue pour le coup. Et enfin, la dernière catégorie de questions concerne la famille, les parents, où là, on a la question suivante. Les sportifs de haut niveau ont généralement l'habitude de se chambrer gentiment. Mon enfant m'indique cependant qu'il reçoit graduellement de plus en plus de moqueries jusqu'à devenir la seule personne ciblée pour tout le groupe. Là, j'avais trois propositions, une fois de plus, avec une bonne réponse. Vous voyez, donc, on a vraiment des questions échantillonnées en fonction du public cible et avec des préconisations. Voilà un petit peu à quoi ressemble cet outil. Et une fois que vous avez répondu à ces différentes questions, cela génère un récapitulatif à la fin. Là, en fait, si vous avez 80% de bonnes réponses à ce test, cela génère un QR code. Vous avez à titre d'exemple une fausse attestation, hein, où là, on a un certificat, un petit peu à l'image des certificats qui étaient générés à l'époque du Covid-19.
Et ce certificat, cette attestation permet donc de circuler dans le centre en question pendant une année. En revanche, si vous avez moins de 80% de bonnes réponses à cet outil de sensibilisation, le centre vous propose de suivre une formation soit individuelle, soit collective sur toutes ces questions en lien avec le sport, l'intégrité et l'éthique et l'intégrité. Voilà un petit peu à quoi ressemble cet outil hein, qui est vraiment opérationnel aujourd'hui. Aujourd'hui, si on peut passer à la slide qui suit, s'il vous plaît, on est vraiment dans une phase opérationnelle où on essaye de le déployer peu à peu avec plusieurs centres préfigurateurs. Il y a le Krebs de Strasbourg, le CAJS Petit Couronne en Normandie, le CREPS de Toulouse et le CREPS des Hauts-de-France à Wattignies, et également une fédération également qui va l'appliquer plus largement auprès des staffs, à savoir la Fédération française de natation. L'idée, ce serait de la déployer dans un second temps à une échelle plus large à tous les centres du réseau Grand INSEP et de l'INSEP, bien sûr, pour ce faire, on a développé des outils de communication, comme ces affiches que vous avez à gauche, hein, qu'on a déployées dans les différents centres pour inciter les gens à utiliser cet outil. Bon, on est quand même confronté à des difficultés plutôt opérationnelles. Après, il faut souvent le public je pense notamment aux sportifs de haut niveau, hein, c'est surtout ce public cible. Dans les centres du réseau, le public est relativement jeune, on est vraiment sur des structures d'accession et parfois, ils n'ont pas d'adresse mail. Pour se rendre sur cet outil, sur cette plateforme, il faut utiliser ces identifiants du PSQS. Le PSQS, c'est le portail de suivi quotidien des sportifs. Et généralement, ce sont leurs parents qui utilisent cet outil. Donc, ils n'ont pas leur identifiant, ce qui demande un petit peu de manipulation. Et ça fait questionner peut-être que l'outil le plus adéquat serait le développement, dans un second temps, d'une application mobile qui serait peut-être plus efficace. Donc, on est confronté en ce moment à des réinitialisations, mais les feedbacks qu'on peut avoir sur cet outil sont plutôt très positifs à l'heure actuelle. Et enfin, dernière slide, s'il vous plaît. Euh, voilà, ce que je disais, on est vraiment dans une phase de déploiement au niveau national. On a nos centres testeurs. On essaiera de développer dans un second temps les contenus matériaux pédagogiques. Aujourd'hui, lorsque les questions sont posées, il y a des voix off, notamment pour les préconisations. Ça, c'est déjà fait. L'idée, c'est de renvoyer dans un second temps vers d'autres matériaux, des sites internet où beaucoup d'outils existent déjà, des vidéos, des productions, pour que les gens puissent se nourrir aux besoins ou qu'ils soient plus sensibilisés. Et peut-être dans un troisième temps, développer des interviews, des vidéos qui pourraient être les sensibiliser davantage. Voilà un petit peu à quoi ressemble cet outil où vraiment l'idée c'est de sensibiliser les différents acteurs sur ces questions. Est-ce que vous avez des suggestions, des remarques auxquelles je pourrais répondre sur ce sujet? On sait pas du tout. Alors là, c'est pas de dîner. Attention à vos micros, du coup, on parle en même temps. Non, on va couper là tout le monde. On n'a pas trop le choix. Peut-être me montrer dans votre jardin, parce que je crois que vous avez eu des dégâts, parce qu'il a neigé depuis 7 heures. Ouais, c'est bien tombé depuis 7 heures ce matin. Il a neigé dans l'Orne, il y a plusieurs centimètres. On essaye. Peut-être que Mohamed Dib, je vois votre main en premier. Je vais peut-être vous laisser la parole. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat. Oui, Merci. tout à fait. Donc, je me présente, Mohamed Dib, je suis CTR lutte, hein, PACA, bien évidemment, dans le domaine de la lutte, sport de combat, sport de préhension. Donc, je voulais juste vous préciser, j'ai une attitude là positionnée avec un oreiller. Je suis en accident de travail. Je me suis fait couper loin, rupture du tendon rotulien. Donc, je suis allongé. Je ne suis pas en PLS, hein, tout simplement. Non, alors, ce qui est intéressant, je vois l'outil qui est présenté, très, très bien fait. Alors moi, je vous dis ça parce que donc j'interviens sur une stratégie de développement et de formation de sensibilisation, notamment sur les formations. Et donc les contenus, là, l'outil en question, il peut être très intéressant. Moi, personnellement, si jamais à l'issue de la présentation, vous pourriez nous faire suivre, si jamais c'est faisable, hein, ce type d'outil sur les formations jeunes arbitres, mais également sur les formations arbitres régionales, de détection et de perfectionnement, bien évidemment, au niveau régional, et toutes les actions menées là, ça pourrait être super. Parce que nous,
à l'heure actuelle, dans toutes les branches, on essaye vraiment, vraiment, depuis maintenant 2 ans, de sensibiliser, d'avoir vraiment toutes ces actions concernées par les dérives dans le sport, hein. Et ben ça va être vraiment d'axer le travail dessus, puisque pour l'instant, nous avons des temps d'échange, on sensibilise les jeunes, on donne des exemples concrets. La lutte, ça reste un sport de préhension, de combat, mais donc justement, vous avez ce contact qui est fait et qui où on peut retrouver des situations un peu délicates des fois, ou bien évidemment, comme tous les sportifs, hein, je prends l'exemple de ce qui a été présenté en natation. C'est vrai que la natation, c'est un cadre particulier, du moins particulier. On est en maillot de bain, on peut se retrouver dans des situations un peu difficiles ou isolées. Mais nous, en lutte, c'est pareil. Donc, dans les vestiaires, dans les temps aussi sur des temps de perte de poids, les saunas, sur des déplacements en compétition. Moi, jusqu'à peu de temps encore, on a des entraîneurs où on est obligé de leur dire, ou des dirigeants ou des entraîneurs, euh, aujourd'hui, tu ne fais plus comme avant. C'est pas possible de dormir avec une mineure, avec une logique, voilà, de l'accompagner dans le sauna, lui faire perdre du poids. C'est tous ces petits, ces dérives, ces comportements-là. Et donc, nous, moi personnellement, bah, comme toutes les personnes qu'on forme, hein, et ben, c'est vraiment de leur donner des outils et vraiment des exemples. Donc, encore une fois, je reviens sur votre présentation, superbe. D'accord? Voilà, je voulais vous dire ça. Merci beaucoup. Merci pour ce retour, Mohamed. Mm. Peut-être que dans la foulée de ce webinaire, vous pourrez contacter les organisateurs et on pourra échanger pour justement voir comment vous pouvez tester de manière plus opérationnelle. Effectivement, nous, on a essayé d'avoir faire en sorte qu'il y ait des mises en situation par rapport au contexte, à l'entraînement, en compétition, en stage, à la maison. Donc, on a essayé d'être le plus réaliste possible et adapter également le langage en fonction du public cible, hein, du Mm. sportif, du coach, de la famille. Donc ça, après, il faut le mettre en application. Des fois, le rendre opérationnel demande plus d'efforts que développer un outil, très souvent. Donc, effectivement, c'est avec ce type de présentation auprès des différents acteurs directement concernés qu'on pourra sensibiliser. Merci en tout cas, mais pas de souci pour échanger dans la foulée, dans les prochains jours. Je serai disponible. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Marie-Pierre, je crois que tu as quelque chose à dire. Et Catherine, vas-y. Oui, Howard, merci pour cette présentation. Au vu des réactions sur le chat, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de pouvoir participer et en tout cas se tester sur ce questionnaire. Je sais que Fanny l'a fait récemment et a beaucoup apprécié. Est-ce que vous pouvez nous donner, on en a bien compris que c'était en phase test, qu'il y avait un déploiement partiel pour l'instant. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de la temporalité de son déploiement national? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez nous dire? Peut-être courant 2025. C'est difficile à vous donner une date précise, mais j'espère pour la rentrée 2025, ce soit décliné à l'échelle nationale dans les différents centres. Ce serait parfait, on va dire, en ayant rectifié les petits bugs. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Sans transition, enfin avec transition, parce que je pense que les questions qui sont posées dans le chat, c'est Laurent Bonvalet qui va pouvoir y répondre. Et ce qui nous fait une très belle transition. Laurent, est-ce que tu es là? Je peux te donner la parole. Je suis là, merci beaucoup. Alors, je coupe la priorité aux mains levées. Je suis désolé, mais à 19h30, je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour la continuité des efforts. C'est la 4e fois que je participe au webinaire de sensibilisation sur les violences dans le sport organisé par le CROSS. Donc maintenant, c'est Région Grand Sud, c'est ça qu'il faut dire? Faut pas dire PACA, c'est tout. Voilà. Donc merci beaucoup. Il y a eu différentes thématiques ces 4 années. Dire aussi que dans la région, il y a une mobilisation aussi très importante, une continuité aussi par les CREPS de la région PACA, pardon, le Grand Sud, sur le site d'Aix-en-Provence, d'Antibes, de Boulouris, le CROSS évidemment, les GDOS, les SDJES et les DRAGES. Donc je tiens vraiment à souligner les forces. Je ne fais plus partie du ministère des Sports. Néanmoins,
le lien avec l'intervention d'Howard sur la plateforme, je la connais très bien pour avoir contribué aux travaux de la plateforme. Vous dire que c'est pas si évident que ça. Howard l'a pas développé, mais en fait, on était plusieurs professionnels, des juristes, des sportifs de haut niveau, la gynécologue de l'INSEP aussi, et on avait tous des regards assez différents sur les situations. Et on n'avait pas forcément les mêmes définitions derrière des mots, derrière des situations. Je me souviens d'un débat autour de la notion de discipline, d'un débat autour de la notion d'éthique, d'un débat autour de la situation de la pesée. La question des gestes très banalisés parfois dans le sport et sur lesquels moi en qualité de juriste j'étais beaucoup plus interpellé. Parler aussi d'emprise, ça a été dit tout à l'heure avec le témoignage de Julie. Et c'est vrai que l'emprise, on le résume souvent à des relations interpersonnelles, mais il y a aussi l'emprise des lieux. Ça a été très bien dit par Julie. Parce que aussi les agresseurs profitent de la familiarité aussi des lieux que leur confèrent finalement ceux-ci pour être plus à l'aise pour commettre les agressions. L'emprise institutionnalisée, dans le chat, il est évoqué le bizutage. On peut parler d'emprise institutionnalisée. Hein. Les soirées de cohésion, etc., ne justifient pas les actes de violence, et notamment les actes de violence de nature sexuelle. Et l'emprise digitale, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de faits de violence passent par l'usage du numérique, l'usage des téléphones portables, des réseaux sociaux, du groupe WhatsApp, de l'équipe, etc. Et de l'emprise, je terminerai par là, et ça a été dit aussi par Julie et un peu par Howard aussi, l'emprise institutionnelle de l'écosystème sportif, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une famille sportive. Le groupe, c'est comme une famille, et donc c'est aussi un frein à la libération de la parole. Et finalement, aujourd'hui, c'est écrit là sur la slide, je fais partie de la Civise, et donc dans mon travail aujourd'hui, je travaille sur l'inceste. Et au risque de vous choquer, lorsqu'on parle d'agression sexuelle dans le sport et qu'on parle de famille sportive ou de communauté, s'il y a bien une violence qui intervient au sein de la communauté, c'est comme une violence intrafamiliale, c'est comme un inceste. De la même façon, une agression répétée par le même auteur, c'est bien un agresseur en série, voire un violeur en série. Donc il faut aussi parler le même langage, avoir les mêmes mots pour pouvoir les travailler et pour pouvoir avancer, pour pouvoir accompagner au mieux les victimes. Howard l'a dit, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas tous les mêmes approches. Il y avait peut-être des pratiques qui avaient lieu avant qui ne le sont plus aujourd'hui. Et la plateforme vient un peu alerter justement là-dessus. Et Howard, tu me contrediras pas, mais pour beaucoup dans le groupe, on n'avait pas 80% de réussite. Ce qui affolait d'ailleurs tout le monde, parce qu'en tant qu'ancien sportif de haut niveau, ou en tout cas dans l'INSEP, ne pas performer, c'était pas bien. Mais parce que c'est décontenançant aussi d'avoir ce changement de culture. Tu me le confirmes, Howard? Totalement. Je confirme. Donc, moi, je voudrais, voilà mon propos, comme faut que je parte dans pas très longtemps, c'était de dire aussi que avant de parler de sportifs et sportives ou parasportifs, parler de l'individu. Et finalement, le témoignage de Julie, merci beaucoup à vous. Dès qu'une violence intervient et qu'on accompagne une victime, on va individualiser la personne. Mais quand on fait du sport, finalement, on n'est pas si individualisé que ça. Et c'est aussi cet aveuglement sportif qui fait qu'on a du mal à parler de violence dans le sport, de violence psychologique, physique et d'atteinte à l'intégrité sexuelle. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gestes banalisés dans le sport qui sont pourtant interdits ailleurs. Ce qu'on s'autorise peut-être dans le sport, une main sur les fesses, se changer devant tout le monde. Le sport est quand même un univers où on expose beaucoup son corps, sa nudité aussi, les parties de son corps. Travailler les tenues sportives. L'intervention de Mohamed parlait de la lutte et de la natation. Ce sont deux beaux exemples. Et donc ce travail-là, ailleurs, à l'école, dans la famille, il y a des gestes interdits. Chez le médecin, il y a des gestes interdits. Aujourd'hui, le médecin doit vous expliquer quel acte médical il veut faire, pourquoi il faut soulever son t-shirt pour prendre les tensions, etc. Enfin, il faut que le sport travaille sur ces mécanismes de régulation et là, le rôle du parent aussi. Quel est le parent dans la relation athlète-entraîné, encore plus dans le haut niveau?
mais aussi les situations à risque lors des déplacements dans les vestiaires, les configurations des lieux, ça a été dit tout à l'heure, les tenues, etc. Et puis les mécanismes de signalement, parce qu'on peut déployer tout un ensemble, un arsenal de plans de prévention, d'accompagnement, de signalement, mais il faut d'abord les connaître, parce que le jour où ça survient, il faut se dire que c'est positif d'avoir un plan de prévention et un plan de signalement et un plan de formation, parce que ça veut dire comment on est en sécurité. Donc voilà, c'est tout le travail qui a été effectué depuis 3 ans par le mouvement sportif. Il faut que vous sachiez, je le répéterai jamais assez, il y a des référents violences sexuelles dans toutes les fédérations sportives maintenant. Donc là, il faut que vous identifiez tous le référent violence sexuelle de votre discipline sportive. Il est sur le site internet. Toutes les fédérations sportives ont un plan de prévention. Le réseau Grand INSEP, c'est pareil. Les établissements sous tutelle du ministère ont tous un plan de prévention et un plan aussi de signalement et de sanctions disciplinaires, pareil pour les fédérations. Et il faut que les clubs ne se sentent pas non plus démunis par rapport à ça. Donc, si elles ont du mal à identifier, elles peuvent aussi s'adresser évidemment au SDJUS, Service départemental jeunesse, engagement et sport, à la DRAGES, qui ont aussi tout un arsenal d'actions de formation et de prévention au CROSS et au GDOS. Vous dire aussi que finalement, moi, si je reprends l'axe du numérique pour lequel on m'a demandé d'intervenir, c'est un axe très prégnant et il y a peut-être une prévalence des violences dans le sport par le numérique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est notre quotidien. Tout le monde a un téléphone portable quasiment. Howard disait tout à l'heure, peut-être pour l'application, c'est plus facile d'avoir un QR code sur son mobile. Donc, ça facilite la communication au sein du groupe, d'une équipe, d'un club, d'un staff, etc. Et c'est normal. Il faut pouvoir s'appuyer dessus pour mieux communiquer. Ça crée une forme de convivialité. En revanche, là aussi, il faut avoir un modérateur. C'est ce qui manque le plus souvent, un régulateur, parce que c'est des espaces de convivialité, mais c'est des espaces à finalité sportive. On ne peut pas tout se permettre. C'est sympa de se chambrer, mais on ne peut pas aller trop loin dans l'intimité, dans l'exposition de sa vie privée, dans le partage plus affectif, etc. Et c'est là où les encadrants, les éducateurs, le staff, les parents doivent être vigilants sur le partage, justement, sur les échanges dans ce type de groupe, WhatsApp, Insta, etc. Il faut aussi que chacun, encadrant comme les jeunes, on comprenne qu'on a une identité physique, mais on a aussi une identité numérique. C'est-à-dire qu'on se définit aussi comment on utilise les réseaux sociaux, comment on utilise Internet. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le sport vit aussi beaucoup avec la communauté de followers, vit beaucoup avec le sponsoring, et c'est par les réseaux sociaux qu'on se fait connaître aussi. Donc, on peut attirer des sponsors, des équipementiers qui vont nous permettre de nous donner un peu plus de moyens financiers pour garantir aussi notre niveau de vie, notre niveau de pratique, etc. Et on a tous suivi les Jeux olympiques et paralympiques, notamment via les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on sait imaginer tous la pression? Je ne parle pas forcément des plus grandes vedettes, mais aussi d'avoir autant de followers, autant d'attentes, autant de pression. Moi, il y a une phrase que je dis souvent et que je retiens, c'est que c'est notamment le sélectionneur de l'équipe de France en foot, lorsqu'il y a les grands championnats, il dit en fait, il y a un sélectionneur, il n'y en a pas qu'un. Finalement, il y a 12 millions de Français qui s'improvisent sélectionneurs de l'équipe de France. Et ça lui met une pression et ça met une pression aussi sur les joueurs. Et ça, il faut en avoir conscience qu'aujourd'hui, il y a une emprise digitale, si je peux l'exprimer comme ça. Voilà. Ça renvoie à la réputation du sportif aussi. Donc, s'il s'expose sur les réseaux sociaux, le sportif ou le club, hein, bien sûr, il faut éviter de mêler à la fois la sphère privée et la sphère sportive. Mais parfois, on n'a qu'un seul réseau social, on met tout. Mais on peut ne pas être d'accord avec ce que publie le club. Le club peut ne pas être d'accord par ce que publie l'un de ses pratiquants, de ses encadrants, etc. Donc, être prudent aussi par rapport à ça. De la même façon, si les jeunes donnent une autorisation de publication de leur image pour des photographies, des diffusions, etc., que les parents ont donné leur autorisation, certes, ils l'ont donné à un moment T, mais ils peuvent être en désaccord avec la publication. Ils ne sont pas dépossédés de leur droit à l'image s'ils ne sont pas d'accord avec leur exposition.
Et ça, c'est très important parce que on n'est pas toujours maître de ce qui est publié. Et dès que c'est publié, on en est même dépossédé. Ça devient public et ça devient viral. Et on assiste aussi à un phénomène de mannequinisation du corps du sportif et de la sportive. Pour attirer les sponsors, pour attirer le public, bah effectivement, on va valoriser les corps plutôt bien faits, musclés, un stéréotype. On a des stéréotypes. On a des stéréotypes de victimes aussi. Et il faut sortir de ces clichés pour se dire, attention, peut-être que moi, je me reconnais pas dans ce cliché qui représente mon sport, etc. Donc voilà, être vigilant à ça. Le deuxième axe, c'est le sport. Enfin, les réseaux sociaux peuvent être aussi donc dans une logique de performance. Je l'ai dit tout à l'heure, attirer le sponsor. Mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux à deux égards, pardon. C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était une nageuse néerlandaise. 2 minutes avant de se lancer dans la compétition, son sponsor lui a demandé de retirer sa combinaison, qui était donc de l'équipementier, parce qu'elle n'avait pas atteint les 10 000 followers avant la compétition. Vous imaginez la violence psychologique pour la nageuse? C'est une forme de violence institutionnelle, d'une violence numérique. De la même façon, je suis déjà intervenu dans des groupes de sensibilisation et j'étais alerté, je m'y attendais pas, à une intervention. C'est une maman qui témoignait que son fils faisait du freeride. Et en fait, pour attirer les sponsors, du coup, il devait aller plus loin dans les figures de sport extrême, de ski extrême, jusqu'à l'accident qui a été mortel. Donc, vous voyez aussi la pression. Alors, je vous donne des cas un peu extrêmes par rapport à l'usage du numérique, mais il faut aussi avoir ça derrière, qu'il faut à un moment donné se réguler soi-même, mais aussi réguler l'image qu'on veut avoir, et que le sport n'autorise pas tout, et qu'il doit y avoir une éthique aussi dans l'usage des réseaux sociaux. Et enfin, et je conclurai par ça, l'usage du numérique expose aussi encadrants comme jeunes à des dangers, notamment les dangers liés à la pornographie. Et ça, c'est très dangereux et même à la pédocriminalité. À la pornographie, parce qu'aujourd'hui, les échanges de nudes, donc de photos intimes, sont très fréquents, mais ils peuvent se retourner contre la personne qui les a fait, c'est-à-dire le revenge porn, donc quelqu'un qui va se venger, ou alors un adulte qui va solliciter des images pédopornographiques. Et donc là, on est vraiment dans l'infraction. Quand je dis adulte, c'est peut-être parfois un jeune qui a 18 ans et un jour, qui demande à sa coéquipière, qui elle a 17 ans et 10 mois, on est bien dans la sollicitation d'images pédopornographiques. Il faut connaître ces notions-là, il faut en avoir conscience, poser des limites dans l'usage des réseaux sociaux, savoir aussi, et la Civise a lancé une enquête au mois de septembre, que on ignore que finalement, en moins d'une minute, enfin, un Français sur 5 n'a pas conscience qu'il s'écoule moins d'une minute, voilà, c'est ça, avant qu'un auteur de violence sexuelle ne contacte un enfant sur Internet. Quand je dis contact sur un enfant sur Internet, ça peut être par les jeux vidéo, ça peut être par les chats, ça peut être par les applis de rencontres. On a des applis où les jeunes de moins de 18 ans peuvent accéder. Alors, on va peut-être se poser la question de la majorité numérique. Donc voilà, l'idée, c'est surtout d'aider finalement les uns et les autres à faire usage des réseaux sociaux, qui sont parfois le premier angle par lequel la vulnérabilité va se créer, sans qu'on le sache soi-même, et qu'on est exposé à différents dangers. C'est valable dans la vie quotidienne et aussi particulièrement dans le sport. Peut-être mettre les slides, du coup, Fanny, merci beaucoup. Et donc, il faut aussi pouvoir s'autoréguler, avoir des thermomètres pour mesurer ses relations, son bien-être. C'est vrai pour l'athlète, mais aussi pour l'éducateur. Et avant, on parlait du code du sportif. C'était beaucoup, on reste sur la première slide, c'était beaucoup d'injonctions faites aux sportifs, donc beaucoup de devoirs, on oubliait les droits. Je trouve que le témoignage de Julie le montre bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand il y a un signalement, l'idée, c'est pas de se dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça, c'est pas le rôle de celui qui reçoit la confidence, ni de la fédération, ni du CREPS, etc., ni du club. Son rôle, c'est d'écouter et d'orienter et de faire les signalements. Signaler, c'est pas trahir, c'est pas juger. Signaler, c'est mettre à l'abri le temps des enquêtes.
Donc, il faut vraiment qu'on ait tous conscience qu'aujourd'hui, on doit être dans une présomption de protection et le temps des enquêtes, chacun apportera son témoignage, mais il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de recherche de vérité à ce moment-là. Et s'il vous plaît, on ne parle pas de victime présumée, on parle de victime. On ne parle pas d'auteur présumé, on parle de mise en cause. Et c'est l'issue de l'enquête qui établira la reconnaissance, la matérialité des faits. Voilà. Et quand bien même l'enquête n'arrive pas à établir les faits, les paroles de chacun doivent être crues. Donc, vous avez aujourd'hui le Règle-Sport qui reprend les droits du sportif, que normalement vous devez tous connaître parce que tous les clubs, tous les CREPS, toutes les fédérations, tous les SDJUS, les CROSS, les CDOS, la DRAGES doivent l'afficher, le diffuser à tous les pratiquants. Et puis, vous avez un peu l'équivalent, une sorte de quiz pour identifier son bien-être digital, quel utilisateur du numérique je suis, qui est fait notamment par l'association e-enfance. Et peut-être la slide d'après. Encore après. Voilà. Et je terminerai par là. Ces numéros-là, c'était une question qui était dans le chat. Comment je peux signaler quand il y a une extrême urgence, le 17? Parce que derrière, c'est une prise en charge, c'est l'enquête pénale qui va pouvoir s'engager. Ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes ou en situation de sidération et qui ne peuvent pas parler. Le 119, enfants en danger. Le 3018, c'est pour les violences numériques, cyberharcèlement. C'est pas que pour les mineurs, hein, le 3018. Et c'est très important parce que le 3018 vous dit de prendre un screenshot des échanges et vont le conserver dans un coffre-fort pour éviter justement la disparition des preuves dans le cloud, etc. Donc, eux, ils sont vraiment très compétents au point de vue numérique. 3114, prévention du suicide. Howard l'a dit, comment je peux signaler des faits sans que peut-être j'ai pas envie de le faire à ma fédération, j'ai pas envie de le faire à mon club, j'ai pas envie de faire le pénal, c'est Signal Sport. Signal-sport au pluriel @sport.gouv.fr. Et enfin, un autre outil, c'est le lien avec le CRIAVS. Il faut qu'on s'intéresse aussi à la prévention, c'est de travailler avec les personnes attirées par les enfants. Et donc, il y a un numéro qui a été mis en place par le CRIAVS, qui est l'interlocuteur qui me suit, justement pour éviter le passage à l'acte. Donc, cette sensibilisation-là, faut aussi la connaître. En tout cas par les encadrants, par les responsables de structures qui accueillent notamment des enfants. Voilà, il y a un certain nombre de ressources qui sont mises à disposition par le ministère des Sports, par les fédérations, par les CREPS, par les CROSS, les CDOS, DRAGES, SDJUS. Il faut vraiment aujourd'hui les connaître. En parler, c'est pas dire qu'il y a un problème dans ma structure. En parler, ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou. Et justement, c'est pour éviter qu'il y ait des faits de violence qui surviennent. Et quand ils surviennent, qu'ils soient pris en charge rapidement et de pas avoir justement les mauvais mots, les mauvaises postures, mais au contraire comprendre comment il faut accueillir une parole à laquelle on n'est peut-être pas prêt à recevoir et accompagner au mieux. C'est exactement le témoignage de Julie. Voilà. Et pour ce faire, je fais le lien avec la boîte du CRIAVS. Et la plateforme numérique qui sera dans tous les CREPS et INSEP. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Le temps peut-être que le docteur Lacan nous rejoigne. Je ne sais pas où il est. Est-ce que peut-être qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Je crois que Laurent est assez précis. J'ai oublié évidemment les associations d'aide aux victimes. Je vois qu'il y en a dans le chat qui sont aussi partenaires du mouvement sportif. Voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, sur les sites internet, on trouve beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, si vous voulez des sensibilisations, n'hésitez pas à solliciter SDJUS, DRAGES, CROSS, DOS. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour ce 4e épisode, du coup. Et bravo, parce que la prévention, c'est la continuité dans les efforts. C'est le 4e webinaire. Ça a un sens. Pour ceux qui ne le savent pas, hier, c'était la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre. Et le 25 novembre, c'est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors certes, on a ce webinaire, mais il ne faut pas se dire que c'est un one-shot. Il faut se dire qu'on le travaille toute l'année. Et le webinaire, c'est juste une expression beaucoup plus publique, mais que c'est un travail continu. Le témoignage d'Howard le dit très bien d'ailleurs. Et les sollicitations de Julie aussi. Je vous remercie beaucoup et bonne continuité du webinaire. Merci Laurent, une bonne soirée à toi et à très bientôt.
Et du coup, sans transition, on va passer au CRI AVS. Est-ce que docteur Lacambe, vous êtes là? Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Je Salut vous Mathieu. entends très bien. Ah, Laurent. Allez, je vous partage votre slide, votre partie. Et on est parti. Alors, est-ce que je prends la main là? On n'est pas sur les bons diaporamas. Voilà, ça y est, c'est moi qui vais faire la transition. C'est moi qui vais passer, donc n'hésitez pas à me le dire, hein. Ok. Donc l'idée, je suis le docteur Mathieu Lacambe, je suis psychiatre au CHU de Montpellier et je suis à l'origine d'un programme de prévention des violences à caractère sexuel et sexiste qui s'appelle le programme BOAT que nous avons mis en place au sein du CRIAF Languedoc-Roussillon, qui est une équipe du CHU de Montpellier. Donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter brièvement l'outil, ses caractéristiques et d'envisager, s'il correspond à vos besoins, de pouvoir vous transmettre la compétence pour l'utiliser dans les meilleures conditions. Diapositive suivante. L'objectif, là, dans le sommaire, c'est de vous présenter le positionnement de ce programme de prévention entre promotion et éducation à la santé. Vous partagez les objectifs du programme, vous présentez la composition, l'organisation à la fois de la boîte à outils, mais aussi des formations, l'ensemble des déclinaisons de la transmission de l'outil et des différents supports, et puis ensuite de répondre à vos questions, si vous en avez bien évidemment, en sachant que le support vous sera transmis si vous le souhaitez. Juste quelques rappels. La différence entre promotion, éducation et prévention. L'idée de la promotion en santé, c'est d'agir en population générale et auprès de tous vos pratiquants pour donner de l'information et sensibiliser autour d'une question et d'un enjeu de santé. Ça peut être par exemple les violences qui sont un enjeu de santé publique, en particulier les violences sexuelles. L'éducation à la santé, c'est l'idée de pouvoir à la fois donner de l'information sur ce que c'est que la bonne santé, mais aussi donner envie d'être en bonne santé et de le rester en fournissant des ressources pour y arriver. Donc ça, c'est l'éducation en santé. Et lorsqu'on fait de la prévention en matière de violences sexuelles ou sexistes, on envisage aussi l'éducation à la sexualité dans une forme d'éducation positive pour insister sur le fait que la sexualité, ça peut être intéressant et un facteur de développement de l'être humain de manière harmonieuse entre pairs consentants et en capacité de consentir. La prévention, elle se décline en 4 niveaux, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. La prévention primaire, c'est l'idée d'agir en amont des problèmes, comme la vaccination qui permet une prévention primaire universelle. La prévention secondaire, c'est au moment où il y a des fragilités, des vulnérabilités sur des populations cibles pour éviter qu'elles rentrent dans les problèmes. La prévention tertiaire, c'est quand il y a des problèmes, on limite les dégâts. Et la prévention quaternaire, c'est l'idée d'agir sur les systèmes et les organisations humaines qui participent ou favorisent à la mise en œuvre, à la réalisation, le maintien de violences. Donc nous, notre perspective, diapositive suivante, c'était d'agir en prévention dans une approche holistique, dans une proposition de prévention primaire, c'est d'agir le plus tôt possible auprès de mineurs qui n'ont pas encore eu de problème. Sauf que vous savez que dans un groupe de 30 mineurs, par exemple une classe, il y a au moins 3 victimes. Ça veut dire qu'il y a au moins 1 ou 2 agresseurs, des auteurs, et qu'il y a des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité, plus ou moins borderline, en particulier chez des adolescents. Ça signifie que sur 30 mineurs, finalement, on va être autour de 20-25 mineurs qui sont en prévention primaire, c'est-à-dire avant qu'il y ait des soucis. Et puis ensuite, il y a d'autres mineurs qui sont déjà en difficulté. Diapositive suivante. Dans le cahier des charges du programme BOAT, l'idée, c'était d'utiliser des outils qui avaient déjà été éprouvés. On n'a pas voulu réinventer la roue ou le fil à couper le beurre. Et donc, du coup, on a réalisé un inventaire de tous les outils francophones existants, 700 outils de prévention des violences à caractère sexuel ou sexiste identifiés. Il y avait 200 programmes de prévention. Et ensuite, on les a structurés, on les a rassemblés pour cibler les facteurs de risque à réduire et les facteurs de protection à renforcer. On a voulu qu'elle soit le plus simple et universelle dans son utilisation et qu'elle soit accessible et réaliste dans sa transmission. Diapositive suivante. Des partenaires historiques, on a réuni dans un comité de réflexion outils de prévention tous les partenaires locaux sur la base du volontariat. On a invité les associations, des experts à participer à la constitution de ce comité de réflexion outils de prévention qui s'est réuni à partir de 2011 jusqu'en 2016 pour proposer une V0 fin 2016 de la BOAT avec le soutien financier de l'Agence régionale de santé, la Direction générale de la cohésion sociale. Dans le groupe de travail, il y avait autant la PJJ que le rectorat d'académie, que des acteurs de prévention en santé. Et donc, du coup, on s'est tous réunis pour travailler autour de ce projet. L'objectif général, c'est de donner à des adultes qui travaillent auprès de mineurs
les moyens de créer des conditions adéquates, opportunes et presque idéales d'éducation, de sensibilisation et de prévention autour des violences à caractère sexuel et sexiste, avec 3 objectifs spécifiques qu'on décline autour de développer des savoirs avec de l'information, de la promotion, des capacités d'agir autour des savoir-faire et puis des capacités en termes de développement des savoir-être autour d'une éducation positive. Le contenu de la boîte, là, vous voyez cette petite mallette à droite, 3,9 kg, c'est une petite valise d'intervention, 134 fiches activités, avec quelques feuilles de route à photocopier, en particulier pour les petits, pour faire du coloriage ou des choses comme ça. Un guide animateur, un guide pour les parents qui sont inclus et impliqués dans le programme de prévention, un plateau de jeu et plein de petits outils pour mettre en œuvre ces interventions de prévention qui, encore une fois, ont l'ambition de faire de la prévention primaire des violences à caractère sexuel et sexiste entre 5 et 18 ans. Diapositive suivante. 5 thématiques d'intérêt qui ont été identifiées. Je vous le redis, on n'a rien inventé, on a simplement réfléchi à partir de la littérature existante autour d'abord des compétences psychosociales qui sont bien identifiées par l'Organisation mondiale de la santé depuis maintenant une vingtaine d'années comme des facteurs de risque, des facteurs de protection dans toutes les violences, et en particulier les violences sexuelles et sexistes. On a développé une thématique autour du respect de la différence, une thématique autour de leur relation vie affective et sexuelle, une thématique autour d'Internet et ses dérives, et puis enfin un petit bloc autour de compréhension et respect de la loi, avec un code couleur pour chaque thématique qui comprend à chaque fois plusieurs sous-thématiques. Diapositive suivante. On a découpé tout ça en 4 tranches d'âge, donc c'est 5 thématiques, des sous-thématiques, 4 tranches d'âge, des 5-7 ans, des 8-10, des 11-13 et des 14-18, avec à chaque fois des interventions qui sont adaptées aux capacités psycho-affectives et cognitives de la population cible. Vous dire aussi que comme on s'attache en fait aux capacités individuelles du sujet qu'on va mobiliser autour des interventions de prévention, on utilise la boîte à outils auprès de populations adultes qui présentent un retard mental ou un handicap psychique avec des âges de développement autour de 8, 10 ou 11, 13 ans, c'est-à-dire qu'on est en âge corrigé pour intervenir auprès de populations cibles qui bénéficient d'interventions de prévention. Diapositive suivante. Voici ici le menu, le tableau synoptique des 134 fiches intervention, avec à chaque fois une thématique, ici les compétences psychosociales en vert, et des tranches d'âge. Si je veux renforcer, par exemple, l'estime de soi chez des 11-13 ans, compétences psychosociales, estime de soi, je vais dans la colonne 11-13 ans et je vois la 69, autoportrait. Donc, je prends la fiche 69, je prépare ma fiche, je mets en place l'intervention et je vais pouvoir renforcer l'estime de soi, qui est une compétence psychosociale essentielle pour éviter d'être victime, entre autres, et favoriser du coup des interventions de prévention auprès de mineurs. Diapositive suivante. On a ici 3 blocs identifiés entre les savoir-faire, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, et les savoir-être et les savoirs, en sachant qu'on aime bien organiser des combos d'intervention. On peut faire du one-shot avec la botte, mais vraiment pour être efficace, c'est de pouvoir faire différentes interventions qui associent des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, auprès en particulier d'adolescents, ou de pouvoir mettre en place réellement dans la durée, sur plusieurs mois, des combos d'intervention qui vont permettre une synergie autour de la prévention. Et donc, on favorise aujourd'hui vraiment des associations qui potentialisent les interventions pour augmenter finalement l'efficacité de la prévention en matière de violences sexuelles et sexistes. Diapositive suivante. Voici comment c'est structuré. Chaque fiche est structurée de la même façon. Le code couleur pour la grande thématique, la sous-thématique à droite, la tranche d'âge, le numéro de la fiche, il y en a 134, le temps que ça nécessite, entre 1 et 3 sabliers, entre 45 minutes et 2 heures d'intervention. Chez les petits, c'est plutôt court, bien évidemment, on regarde leur capacité d'attention. Dessous, le matériel nécessaire, le moins possible, des remarques pour la préparation ou l'organisation de l'intervention, le titre avec la référence du programme de prévention duquel il a été issu, les objectifs de l'activité, le déroulement avec les différentes étapes et même la conclusion pour clôturer la séquence d'intervention. Tout ça est pré-mâché. On propose une formation à l'utilisation de la botte parce que la botte, c'est un couteau suisse qui peut blesser. On a pu évaluer et valider les interventions en sachant que ces interventions, encore une fois, elles ont une efficacité, mais elles peuvent aussi renforcer des choses contre lesquelles on souhaite lutter.
par exemple des stéréotypes, les stéréotypes de genre ou des représentations sociales. On a pu mettre en évidence que lorsqu'elles étaient mal utilisées, les fiches, elles pouvaient renforcer des stéréotypes et du coup favoriser des violences. Donc, la botte, c'est un couteau suisse qui nécessite une formation pour éviter de se blesser soi-même ou de blesser les autres. Comment, diapositive suivante, la question de la blessure sur le plan psychique peut être aussi importante au cours de l'intervention, c'est à travers la révélation de faits antérieurs. Les interventions de prévention, lorsqu'elles sont bien mises en œuvre dans un environnement sécure, elles peuvent favoriser la prise de conscience de violences subies ou agies et du coup la révélation de faits, c'est-à-dire que la boîte à outils de prévention, au cours de ces interventions, favorise le dépistage des violences antérieures. Et si l'adulte n'est pas formé au recueil de la parole de l'enfant et solide sur sa capacité à mettre en œuvre des dispositifs, ressources de protection, finalement, l'enfant va se retrouver seul de nouveau face à ces violences et c'est une deuxième violence qui lui est faite. Et donc, du coup, on est très sensible à la question de la formation et de la bonne utilisation, le partage d'une culture commune en matière de violences sexuelles et sexistes et d'intervention de prévention, mais c'est surtout aussi donner la capacité à l'adulte d'accompagner, recueillir, soutenir la parole de l'enfant en cas de révélation au cours d'une intervention de prévention. Diapositive suivante. Donc, les interventions BOAT, certaines favorisent la révélation de violences antérieures. On a mis un petit pictogramme ici, attention, risque de révélation, puisqu'on a pu tester les interventions et objectiver le risque relatif augmenté de révélation au cours de certaines interventions. Donc, on voit surtout ici là, des grappes autour d'Internet avec des prises de conscience en matière de cyberharcèlement. Ici, autour des notions de secret, ça favorise quand on comprend que le secret, finalement, n'est pas un bon secret, mais un secret problématique, la révélation autour du consentement et autour des produits psychotropes qui peuvent favoriser un abaissement du seuil de consentement et l'exercice de violence. Donc, on forme, on informe, on prépare les adultes à la bonne utilisation de la boîte à outils et au recueil, finalement, de violences qui auraient déjà été subies ou agies. Diapositive suivante. En matière de préparation, dans le cadre de la formation, on va donner des outils de préparation. 40% de l'intervention, c'est une bonne préparation, en binôme, pour qu'un adulte soit au contact des mineurs et un autre adulte soit positionné en tant que secouriste psychique pour pouvoir intervenir au cas où un mineur ne se sente pas bien sur le plan psychique, une réactivation traumatique ou une prise de conscience. Et dans ce cas, il va falloir sécuriser l'enfant. On réalise l'intervention 40% du temps et ensuite 20% autour de l'évaluation avec une fiche de recueil pour évaluer l'intervention du côté des co-animateurs, du côté des mineurs, du côté de l'institution, avec un feedback sur une éventuelle révélation, avec derrière une IP ou un signalement. Et puis, pour nous, un petit débriefing, ça nous est très utile pour participer aux évolutions des différentes fiches et de la boîte à outils. Donc, la boîte à outils est aussi participative, collaborative, évolutive, au regard des feedbacks des utilisateurs. Diapositive suivante. Aujourd'hui, nous avons un site internet avec beaucoup de ressources en open access, un compte LinkedIn, vous pouvez vous abonner. Chaque semaine, on propose des définitions avec le mot de la semaine. La semaine dernière, c'était candolisme, en référence à un procès qui est en train de se terminer. On propose des formations, utilisateurs premier niveau, en présentiel, en distanciel ou en blended learning, avec 7 modules de e-learning et une journée de présentiel. Une fois qu'on a été formé utilisateur, on peut être formé formateur labellisé BOAT. C'est notre idée pour favoriser la diffusion de l'outil, pour que dans les institutions et les structures, il y ait des professionnels formés à la formation à la BOAT pour qu'ils continuent de former leurs collègues et les autres professionnels. On a un cloud avec toutes les ressources numérisées, donc dématérialisées à la boîte à outils, la mallette d'intervention. On propose des intervisios tous les trimestres, donc tous les 3 mois pour soutenir les utilisateurs de la BOAT. On a différentes recherches en cours, dont une recherche dans 60 collèges de France pour évaluer les effets de la BOAT sur les conseils de discipline en multicentrique et prospective, c'est-à-dire au fil des ans dans les 3 ans à venir. On a des partenariats de développement pour les traductions, pour une version 15-20 ans et pour une version 0-5 ans. Donc, on est en train aussi d'élargir finalement nos cibles d'intervention. On a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner pour avoir l'ensemble des informations concernant le projet BOAT. Diapositive suivante.
En guise de conclusion, nous proposons un programme qui nous semble accessible à condition effectivement de financer la formation. Evidence-based, c'est-à-dire basée sur des données probantes. Chaque fiche a été testée et évaluée. Elle permet de développer chez les enfants et les adolescents des compétences et de réduire des facteurs de risque d'une part, mais aussi de renforcer des facteurs de protection d'autre part en matière de violence à caractère sexuel et sexiste. Cette boîte à outils se veut universelle, facile d'utilisation, acceptable, et on l'a testé dans beaucoup de milieux, que ce soit un quartier mineur de prison, que ce soit une MEX, que ce soit des unités de psychiatrie, des écoles maternelles, primaires, collèges, des foyers PJJ. Et donc, du coup, on a pu décliner ces utilisations dans différents environnements. Elle est accessible, elle est tout à fait, encore une fois, facile d'utilisation dans n'importe quel écosystème. Avec une notion importante, elle n'exclut pas la promotion en santé ni l'éducation en santé, mais elle vient compléter différents dispositifs à condition effectivement de se former à sa bonne utilisation. Diapositive suivante, quelques ressources avec encore une fois des remerciements pour les organisateurs d'abord, merci et bravo pour cette petite session en visio. D'abord, l'idée c'est de pouvoir se soutenir mutuellement dans cette lutte contre les violences à caractère sexuel et sexiste. C'est de s'engager aussi ensemble, on va plus loin ensemble et on est plus fort. Et puis, c'est de pouvoir respecter et s'articuler dans chaque position, hein, encore une fois, et les différentes démarches et les différents outils qui sont déjà existants. Diapositive suivante, je pense que vous avez un petit... et bien voilà, temps pour les questions, on avait dit à -10, on s'arrête, on prend les questions, on est à -10, et du coup, je vais prendre les questions. C'est parfait, merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est le temps des questions. Est-ce que, pareil, hein, s'il y a besoin de lever la main, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour cette présentation, cet outil qui est plutôt riche de sens. Bah alors, on l'a voulu le plus transversal et universel. Mais ensuite, il s'agit d'aller effectivement prendre les potentialités pour les mettre en œuvre, à condition de pouvoir se les approprier, en sachant que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, d'où la nécessité de la formation. Oui, de la formation. Et ce qui est intéressant aussi dans l'outil, dans cet outil-là, c'est que c'est vous qui l'avez créé. Alors, quand je dis vous, c'est enfin vous et vos équipes en fait, hein, et dont votre spécialité qui est quand même un peu atypique et que nous on regarde pas forcément. Et c'est cette alerte en fait de ces personnes qui sentent qu'ils vont basculer vers un choix qui n'est pas le bon. Et il faut pas ignorer aussi ce genre de façon d'être. Et je crois qu'il n'y a pas de question. C'est Sophie Carrier a levé la main. Sophie, Oui. on vous donne la parole. Bonsoir. Bonsoir. Donc, AS de formation, j'ai fait pas mal d'autres choses depuis, très investi dans le rugby, avec des comportements, quand on parlait tout à l'heure de gestes banalisés, quand j'entendais ricaner la semaine dernière quand je disais que l'olive, non, c'est pas drôle. Donc le doigt dans l'anus en fait, hein, c'est l'olive, ça se fait depuis certainement des centaines d'années, mais c'est une agression. Je voulais vous demander, vous dites que votre formation, vous la proposez, est-ce que vous pouvez la proposer à des gens lambda comme moi? La proposition, et c'est notre objectif, c'est de pouvoir former des professionnels qui interviennent auprès de mineurs. Il ne s'agit pas pour nous de former des parents ou des adultes, il s'agit de former, d'outiller des adultes qui interviennent auprès de mineurs. Oui, Et c'est donc, mon la cas. perspective, notre cible directe, ce sont les professionnels, mais la cible définitive, ce sont les mineurs. Donc, D'accord. comprenez bien qu'on vise des adultes qui interviennent auprès de mineurs et qui vont ensuite utiliser dans leur boîte à outils professionnelle, Oui. en fonction du référentiel métier, la boîte à outils de prévention, qui peut être utilisée par un curé dans une paroisse, par un entraîneur sportif, par un enseignant, par n'importe quel adulte qui travaille auprès de mineurs. Sur la question de l'olive, j'avais été interpellé il y a quelque temps par un journaliste suite à une agression olive dans une école primaire sur un jeune enfant en situation de handicap. Je suis encore plus clair. Pour moi, c'est une pénétration par violence, contrainte, menace ou surprise, et donc du coup, c'est un viol. Hein. Il faut dire les mots. Donc une olive, c'est un viol. Donc, ce n'est pas parce que ça fait 2000 ans que les hommes violent des femmes qu'il faut continuer
Donc, On point est barre. d'accord. Ensuite, sur la question de l'approche, on a tendance, et je suis spécialiste malheureusement des violences, là je suis encore à l'hôpital dans une unité de soins intensifs, sur des prises en charge de patients ultra-violents, compliqués, dangereux médico-légaux, et donc spécialisés dans les violences sexuelles. Mais dans notre approche, on ne vient pas opposer au sens psychopathologique et clinique la question de la victime et de l'auteur. Il y a la priorité sur la victime pour la protéger et la prendre en charge, mais systématiquement, on va chercher l'auteur pour s'en occuper, pour éviter qu'il n'aille faire d'autres victimes. Parce que la stratégie qui consiste à le déplacer, que ce soit un instituteur, un curé ou un entraîneur, celle-là, elle est vaine et elle continue de fabriquer d'autres victimes. Donc, du coup, notre perspective, c'est d'agir sur les victimes, bien évidemment, mais aussi sur les auteurs, potentiels ou en devenir, et enfin sur les systèmes, c'est-à-dire qu'il y a des organisations humaines qui favorisent aussi les violences. On a été les premiers à mettre en place une cellule d'écoute dans l'Église qui s'adressait aux victimes et aux auteurs de violences sexuelles. Et donc, du coup, il y a des organisations humaines liées, alors, soit sur une identité très sexiste, viriliste, ce que vous voulez. Il y a différentes manières de maltraiter les filles le plus souvent ou des victimes de violences. Et donc, du coup, il s'agit aussi de penser la question du système, c'est-à-dire du groupe qui vient favoriser l'émergence de ces violences, voire leur répétition, en sachant que toutes les violences sexistes favorisent les violences sexuelles. Donc, c'est déjà de se penser un peu effectivement en termes de groupe, d'institutions, en sachant que tous les sports sont structurés en termes de clubs, donc ce sont des organisations humaines. Et donc, du coup, à mon avis, vous avez un terrain favorable pour agir à ces 4 niveaux de prévention et ensuite dérouler de manière vraiment potentielle les différents niveaux. Parce que si vous faites que de la prévention secondaire ou primaire et que vous oubliez le quaternaire, le système va continuer de fonctionner en enfermant les victimes dans le secret et des auteurs dans une forme d'impunité. Oui, donc le projet qu'on essaye de monter, là, on essaye de le monter avec la kiné du club, un préparateur sportif et un responsable de section jeune. Alors, à partir du moment où ces professionnels interviennent auprès des mineurs, Ah surtout oui, si tous. les gens sont formés ensemble, on intervient dans des institutions, on forme toute l'équipe. Et ça permet vraiment de développer une culture de prévention, vous voyez. Et donc là, c'est vraiment très, très intéressant, enrichissant. Les formations, c'est 2 jours et demi en présentiel. Mais sinon, sur les modules de e-learning, là, c'est 25 heures de e-learning avec une journée en présentiel. Et donc ça, en pratique, si on se donne les moyens en termes d'organisation, nous, on peut venir sur site pour faire les journées en présentiel. On intervient France entière et on a aussi une douzaine de formations labellisées BOT à travers le territoire national qui sont en capacité d'aller intervenir dans des institutions. Donc, nous, on veut favoriser le développement de l'outil. Notre direction générale nous a rappelé qu'il fallait faire payer. Donc, on fait payer, mais en sachant que tout cet argent nous permet de continuer de développer l'outil et de renforcer notre équipe pour continuer. On est à la V3 là, de la mallette, mais en fait, 2 fois par an, on met à jour l'ensemble des ressources numériques. Donc, c'est un travail de titan pour pouvoir animer la communauté d'acteurs de prévention BOT et continuer d'améliorer l'offre, en fait, hein, pour l'enrichir et pour continuer de développer les supports. Ok. Donc, je passerai par LinkedIn après. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour cette question. Je pense qu'on a répondu à tout. Je vérifie juste dans le chat si j'ai pas oublié une question. N'hésitez pas à lever la main si vous n'avez pas entendu de réponse. Il me semble que non. Catherine Desprétis a levé la main. Catherine, on vous laisse la parole? Oui, en fait, bonsoir. C'était par rapport à la première intervention sur le questionnaire, où j'avais mis une petite question dans le chat sur en fait qu'est-ce qui est prévu. Mais bon, ça remonte, voilà, ça remonte un peu. Mais en fait, le questionnaire, il est super, mais qu'est-ce qui est prévu pour les personnes qui se sentent justement en danger après avoir passé ce questionnaire? Est-ce que, je ne sais pas si la personne est encore là ou vous pouvez intervenir là-dessus. Voilà, qu'est-ce qui est prévu sur le après, lorsque la personne a eu le questionnaire et que ça s'est pas bien passé. Voilà, c'était ça ma question qui est dans le chat. Je sais pas si. Voilà. Oui, je suis toujours là. Je l'ai précisé tout à l'heure, il est proposé un accompagnement, une formation justement, soit individuelle, soit collective, par le centre d'entraînement ou de rattachement. Voilà ce qui est proposé derrière. Après, encore plus simple, le 0806 23 10 63, c'est un numéro d'appel unique, national, non surtaxé pour toutes les personnes qui seraient un petit peu en difficulté dans leur relation avec des mineurs
ou qui auraient des attirances, des pensées, des gestes. Et puis après, avec le 119, ça permet aussi de reventiler. Hein, ils sont vraiment très compétents. On avait travaillé avec les différents numéros d'appel pour l'enfance en danger et pour répartir les ressources. Et donc, à l'intérieur de ces numéros, vous trouverez toujours de l'aide et encore une fois, une orientation et une écoute. Au-delà des dispositifs spécifiques mis en place dans le cadre de la fédération ou du CROSS. Ok, très bien. On avait une question au tout début à l'attention de Julie qui était y a-t-il eu des suites judiciaires, Julie, à ce que tu as présenté tout à l'heure? Alors, oui et non. En gros, c'est toujours en cours. Oui, ma plainte avait été d'abord classée sans suite et je me suis battue pour que ça soit réouvert. Et là, ils ont découvert qu'il y avait d'autres victimes et du coup, bah, ça prend énormément de temps. Et on est toujours dans la phase de l'instruction. Donc, en gros, c'est l'enquête cette fois-ci du tribunal pour savoir si oui ou non il y aura un procès. Donc, je suis en attente. Merci pour ta réponse. Je crois qu'on n'a plus de questions. Alors, sans transition, je vais passer la parole à Marie-Claire Danta, notre vice-présidente, pour la clôture. Bien, écoutez, merci à tous nos intervenants. Merci, docteur, pour ces précieux outils proposés et les perspectives qu'elles engendrent. Merci à tous nos intervenants. Merci à tous nos auditeurs. Je suis très heureuse de cette 4e édition qui a été très, très riche. Merci, Fanny, pour cette organisation. Et puis, passez une bonne soirée. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour la 5e. Et bien sûr, entre les 2 webinaires, on ne lâche rien parce qu'on est tous concernés. Merci à tous.